Bonjour et bienvenue dans notre webinaire Briscad sur l'interface 2D. Alors tout d'abord, petit point technique. Si votre vidéo est floue, c'est probablement que la qualité de lecture choisie n'est pas adéquate. Donc n'hésitez pas à aller dans les paramètres, juste en bas à droite de votre vidéo, comme je le montre là sur l'écran, et à choisir une qualité supérieure à celle que vous avez actuellement. Si vous avez un bon débit, je vous conseille le HD en 1080. Donc, la démo qui va suivre a pour but de vous faire découvrir ce logiciel de dessin assisté par ordinateur, et notamment ses outils spécifiques, qui vous feront gagner du temps dans le dessin de vos plans. Donc là, je vais vous montrer différents points, en commençant par la présentation de l'environnement. Ensuite, nous verrons la gestion des calques et des références extérieures. J'utiliserai des outils spécifiques de Briscad et je créerai un bloc paramétrique. Mais avant de commencer, je vous précise que je resterai disponible pour répondre à vos questions par écrit, juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, dans les 20 minutes qui suivront cette démo. Comme je vous montre actuellement à l'écran. Donc c'est très simple, si vous avez une question qui vous vient pendant ma démo, n'hésitez pas à la taper directement en commentaire ci-dessous. Et j'y répondrai moi aussi en commentaire à la fin de cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Pour toute question d'ordre commercial, en revanche, je vous oriente vers Frédéric Payetaille, que vous pourrez contacter par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je vous propose, juste avant d'ouvrir Briscad, de répondre à quelques petites questions qui nous ont été posées par plusieurs futurs utilisateurs du logiciel au précédent webinar, qui nous a semblé intéressant pour la présentation d'aujourd'hui d'aborder. Donc nous avons groupé les réponses dans une question commune qui serait « Pourquoi Briscad plus qu'un autre logiciel ?» Donc son premier atout est son côté très abordable. En effet, sur 3 ans, Briscad coûte moins d'1 an d'AutoCAD. Ensuite, il est très compatible, notamment avec AutoCAD, avec qui il partage le format natif DWG, mais aussi avec de nombreux logiciels de DAO à travers ses outils d'import-export. C'est une solution qui m'a aussi séduite pour sa flexibilité. En effet, les outils spécifiques développés dans le soft permettent une réelle souplesse dans votre manière de dessiner. Et enfin, il est possible de l'installer sur tout type d'ordinateur, Linux, Mac ou Windows, ce qui n'est pas forcément le cas de ses concurrents. Nous proposons de nombreux types de licences qui n'existent plus dans la majorité des autres programmes, comme par exemple la licence perpétuelle. Voilà les quelques éléments de réponse que je peux donner à la question « Pourquoi Briscad ?» On va maintenant passer aux choses sérieuses et je vais donc ouvrir le logiciel. Au démarrage de Briscad, on a une fenêtre qui nous propose les différentes interfaces du logiciel. Pour le webinar, on va choisir l'interface dessin qui est prévue pour la réalisation de plans 2D. Je présenterai les autres interfaces au cours de prochains webinars. On arrive sur la page d'accueil. On peut choisir d'ouvrir les dessins récents, un fichier enregistré sur l'ordinateur ou un nouveau dessin. Les onglets sur la gauche nous permettent d'accéder à des tutoriels et aux plugins supplémentaires que nous pouvons ajouter à Briscad. J'ouvre un nouveau dessin pour qu'on découvre l'interface avant de commencer un vrai projet. On a en haut un ruban divisé en onglets, comme dans AutoCAD, dans lequel on va trouver l'ensemble de nos outils. Les essentiels se trouvent dans l'accueil, les autres présentent des spécificités. On trouve en bas la barre de commande et en dessous différentes options qui vous aideront à dessiner. On retrouve par exemple les accrochages aux objets qui sont identiques à AutoCAD et qui sont essentiels pour dessiner correctement. On a aussi les 2 présentations par défaut qui permettent de mettre en page votre dessin en vue d'une impression. À droite, on a un accès rapide à des fenêtres très utilisées lors d'un projet. Par exemple, le gestionnaire des calques, les propriétés et le gestionnaire des références. Et au centre, on a l'espace modèle dans lequel on dessine le projet. Vous pouvez évidemment changer la couleur de celui-ci. Donc je vais commencer à dessiner en utilisant le quad, c'est ce menu contextuel qui s'affiche à côté de ma souris, qui propose intuitivement des outils en accès rapide, qu'on pourrait aussi aller chercher dans le ruban. Par exemple, l'outil rectangle. On peut en dessiner un précisément en entrant les mesures directement. Lorsqu'on sélectionne, on a des petites codes temporaires qui apparaissent, ce qui est assez pratique à titre informatif. On peut utiliser exclusivement les outils du quad pour dessiner nos objets, mais aussi les modifier. Selon ce que l'on dessine, on accède à des palettes différentes en rapport avec notre processus de conception.
On voit ici que le quad nous propose le dernier outil utilisé, l'outil décalé. Et en dessous, on retrouve les outils courants comme déplacer et copier, par exemple. Vous pouvez aussi vous servir des raccourcis clavier qui sont identiques à ceux d'AutoCAD, notamment la barre d'espace pour répéter la commande, ou DP pour déplacer. En plus des outils classiques que vous connaissez dans divers logiciels, de DAO-CAO, Bricscad propose de nombreux outils et fonctionnalités qui facilitent le travail du dessinateur. Par exemple, voici le manipulateur, qui est assez révolutionnaire. C'est un couteau suisse qui permet à la fois de faire des rotations et des déplacements. Il est beaucoup plus intuitif que les outils classiques et facilite l'usage du logiciel aux débutants. C'est un outil qu'on retrouvera dans l'interface 3D, puisque c'est un incontournable de la modélisation sur Bricscad. Maintenant que vous êtes familier avec l'interface, nous allons commencer avec un projet de plan. Je retourne dans l'accueil pour l'ouvrir puisque je l'ai utilisé récemment. C'est un plan très succinct d'un appartement. On voit en bleu clair les murs, en bleu plus foncé quelques cloisons et quelques symboles électriques en blanc. On va s'en servir de base. On voit qu'il y a déjà quelques calques de créés pour ces différents éléments. Calques qu'on retrouve également dans le gestionnaire latéral. On voit que le calque mur correspond au calque actif. On va insérer une XREF qui permettra de contextualiser notre appartement dans un immeuble. Je viens chercher mon plan DWG de l'immeuble pour l'attacher dans mon projet. Je l'insère en 00 puisque c'est le point de référence de mon appartement. Il se glisse à l'emplacement prévu. Je peux gérer cette XREF via le gestionnaire latéral, la rendre visible ou non. Je vais la faire passer sous mon projet car la hiérarchie des traits est importante. Je vérifie les unités de mon dessin pour que le projet soit cohérent, notamment pour l'insertion de blocs, ce que je vais faire par la suite. On va maintenant habiller un peu ce plan en commençant par hachurer les murs. Je viens sélectionner mes murs et grâce au quad, j'ai directement accès à l'outil hachure. On voit qu'il le propose sur la première ligne. Je vais répéter cette action en utilisant l'outil hachure du quad pour chacun des murs. Certains préfèrent mettre la même composante hachure pour l'ensemble de leurs murs. Je préconise de les faire une à une pour faciliter les modifications formelles qui pourraient survenir par la suite. En utilisant cette technique, il vous sera quand même possible de les sélectionner tout ensemble grâce à la sélection similaire, ce qui est pratique si vous souhaitez modifier les paramétrages de vos hachures. Par exemple, l'échelle de celle-ci. Maintenant, on va se pencher sur l'électricité. On voit ici que les symboles ont été dessinés à l'aide de simples cercles, indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas pratique, ni pour la sélection, ni pour la modification. Il est essentiel que ce genre de symbole soit mis en bloc. Je vais donc créer un calque électricité que je vais mettre en vert et le rendre actif. Je vais utiliser une fonctionnalité exclusive de Bricscad, l'outil bloquifier. Il permet de mettre en bloc toutes les entités similaires à votre sélection, contenues dans votre dessin. Par exemple ma prise, qu'on retrouve à différents endroits dans mon plan. On voit que le symbole a bien été converti en blocs, ils ne sont plus de simples objets sans lien les uns aux autres. Ce qui permet de les sélectionner facilement, mais aussi de les modifier en chaîne en passant par l'éditeur de blocs. Vous voyez, si je supprime des éléments de mon bloc, alors tous les objets issus du même bloc sont modifiés à l'identique. Je reviens en arrière pour retrouver l'état d'origine de ma prise et je vais continuer à bloquifier les autres symboles électriques de mon dessin. Je vais tout simplement répéter l'action pour le spot et le va-et-vient, car on les retrouve eux aussi plusieurs fois dans le projet. Ça arrive souvent de copier plusieurs éléments sans les avoir mis en bloc au préalable, mais grâce à cet outil, mettre en bloc dans un second temps est très rapide. On voit que les spots appartiennent bien au même bloc, nommé bloc 1 par défaut dans ses propriétés. Je vais donc faire appel à l'explorateur pour pouvoir renommer les 3 blocs que je viens de créer. L'explorateur est un gestionnaire assez génial qui ressemble au Design Center d'AutoCAD pour ceux qui connaissent. J'ai sur la gauche la possibilité de gérer tous les éléments constitutifs de mon projet, comme les calques, les styles, les blocs. Je vais renommer un par un mes 3 blocs. On a un aperçu pour savoir duquel il est question juste en dessous. Si je retourne dans mon dessin,
je vois dans les propriétés que mon spot a bien été renommé. L'interrupteur simple, n'apparaissant pour le moment qu'une seule fois dans l'ensemble du dessin, j'utilise directement l'outil Créer bloc. Je le nomme. Vous pouvez éventuellement ajouter une description et je remplis les paramétrages. Je n'oublie pas de spécifier le point de base à l'écran une fois fini. Voilà pour la mise en bloc des symboles électriques. Je vais maintenant rajouter une porte dans le projet, mais pas n'importe quelle porte. Je vais aller ouvrir un DWG d'AutoCAD comportant un bloc dynamique. Via le raccourci en haut de l'interface, je vais la chercher dans mon ordinateur. Le DWG s'ouvre sans problème puisque c'est aussi le format natif de Briscad. Pour ceux qui ne connaissent pas les blocs dynamiques, c'est un bloc qui contient des paramétrages spécifiques à AutoCAD, comme par exemple ici, l'inversion. Vous avez aussi peut-être vu des blocs dynamiques de linéarité ou de visibilité. Il est possible de réaliser ce même type de bloc grâce à l'onglet paramétrique de Briscad, ce qu'on verra plus tard. Je retourne sur mon projet de plan et je rouvre l'explorateur pour faire glisser le bloc d'un DWG à un autre. En l'occurrence, ma porte dynamique. Grâce à l'outil Insérer bloc du ruban, je peux alors l'insérer dans mon projet. On voit que le dynamisme est maintenu. Je la déplace au nu intérieur du mur à l'aide du quad pour qu'elle soit mieux positionnée. On voit que j'ai 3 ouvertures dans mon appartement qui ne sont pas de dimension identique. Je vais mesurer grâce au mètre pour connaître leur largeur. L'outil se trouve dans l'utilitaire dans le ruban. J'ai donc une fenêtre de 1 mètre, la deuxième de 1,29 m et la troisième de 1,29 m. Il est donc intéressant dans ce cas-là de créer un bloc fenêtre paramétrique pour qu'elle puisse venir s'adapter aux différentes embrasures du projet. J'ouvre un nouveau DWG pour créer cette fenêtre paramétrique. Je dessine toujours à l'aide du quad un premier rectangle dimension souhaitée, puis j'y ajoute 2 traits pour les menuiseries. J'ai fini de dessiner ma fenêtre, j'ouvre donc sur la droite mon gestionnaire des paramètres et dans le ruban l'onglet paramétrique. J'ai commencé par contraindre les traits les uns avec les autres. Je démarre là avec la contrainte géométrique de parallélisme, puis celle de perpendicularité. Et je fixe mon point de base. Une fois les contraintes géométriques finies, je positionne mon premier paramètre linéaire qui concerne la largeur. Je le nomme et je le teste. On voit que le rectangle extérieur suit la cote. Il faut que je rajoute un deuxième paramètre linéaire pour ma menuiserie, pour que celle-ci se déplace en même temps que ma fenêtre. Je conseille de bien nommer les paramètres. Je vais rajouter un paramètre de linéarité pour la menuiserie de gauche. Et dans l'expression, je vais mettre le nom du paramètre de la menuiserie de droite, afin de créer une formule d'égalité entre les deux et qu'ils se modifient symétriquement l'un avec l'autre. J'enregistre mon bloc paramétrique sur mon ordinateur en DWG, car c'est la seule manière de conserver les paramètres. Puis je l'importe dans mon plan à l'aide de la commande bminsert. On constate depuis les propriétés du bloc que ces paramètres sont bien conservés. Je crée un calque-fenêtre pour le glisser dedans. Je copie ma fenêtre sur les 2 autres ouvertures. Et je modifie les dimensions de celle-ci grâce aux paramètres créés. Je pourrais faire une variante de menuiserie si je le souhaitais, tout en gardant le même bloc puisque j'ai créé le paramètre. Si vous êtes rigoureux dans la création de vos blocs paramétriques, ils pourront vous resservir dans d'autres projets. Il vous est possible de les rendre complètement adaptables par rapport aux paramètres que vous mettez dans la phase de création. Je vous conseille de vous créer un dossier sur votre ordinateur
qui regroupe tous ces DWG paramétriques pour facilement pouvoir les réexploiter par la suite. Personnellement, je le fais pour mes portes et mes fenêtres, mais aussi pour tout ce qui est mobilier, les lits, les fauteuils par exemple, qui peuvent eux aussi adopter des dimensions différentes. Toujours avec le quad, je continue de dessiner le projet. Je rajoute une porte ici, une porte là. Vous voyez que le quad sert autant pour le dessin que pour la modification de vos objets. On va maintenant meubler cet appartement. Donc j'ai créé un autre DWG, une bibliothèque de meubles, que je vais insérer de la même manière que ce que j'ai fait avant. On vérifie sur ce DWG qui contient mes meubles que chaque élément est bien en bloc. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas les transférer d'un DWG à un autre. Je retourne sur mon plan, je rouvre l'explorateur et je drag and drop l'ensemble de mes meubles dans mon projet. Puis je les insère, toujours de la même manière, via le bouton Insérer bloc du ruban. Si vous voulez répéter l'action une fois que vous avez inséré le premier, vous avez juste à faire espace, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Il est important de constituer au cours de vos projets des bibliothèques de mobilier et de symbologie, car grâce à cette méthode, vous pourrez les réutiliser et gagner beaucoup de temps. Je fais tourner mes fauteuils grâce à l'outil rotation du ruban, mais j'aurais aussi pu utiliser le manipulateur qu'on a vu au début de la démo, pour effectuer exactement la même action. C'est l'avantage de Bricscad, c'est un logiciel qui est super souple et on peut tous trouver son propre cheminement dans notre processus de création. Maintenant que j'ai positionné le mobilier, j'en profite pour placer l'électricité, toujours à l'aide du quad, car c'est le plus rapide et le plus efficace. Dans ce cas de figure-là, je vous conseille d'utiliser comme moi la copie guidée, qui est vraiment pas mal puisqu'elle vous permet d'identifier un contexte original pour positionner les copies. C'est hyper pratique pour les prises, mais aussi pour les meubles. Ça vous évite de faire des déplacements puis des rotations. Vous voyez que ça suit le mur. Et vous êtes sûr de conserver la position relative. Vous pourrez aussi retrouver l'outil copie guidée directement dans le quad si vous préférez, ou bien le rappeler avec la barre d'espace comme dernier outil utilisé. Ou encore en tapant directement la commande au clavier. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes. C'est à vous de voir laquelle vous est le plus familière. J'ai oublié de créer un calque pour mes meubles, donc c'est ce que je fais maintenant. Je vous conseille de préparer vos calques dans le gabarit de départ, mais vous pouvez toujours, comme je viens de le faire, les créer au fur et à mesure, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'au cours du projet et surtout quand vous serez amené à avoir des échanges avec d'autres collaborateurs, chaque objet soit bien rangé dans son calque, afin qu'il soit identifiable facilement et rapidement. Et puis même pour vous-même, c'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler. Là, je vais rechanger la couleur, mais sachez que c'est subjectif. Chacun peut choisir sa gamme de couleurs pour ses propres calques. Donc maintenant qu'on a fini avec le mobilier, on va annoter notre plan. Pour ça, il vous suffit de prendre l'outil texte et de venir nommer vos espaces. Je vous conseille de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de créer un style de texte au préalable. Cela vous permet d'avoir une continuité dans la charte graphique de votre projet. Vous pouvez aussi, pour annoter votre plan, utiliser l'outil ligne de repère qui se trouve dans le même menu que le texte et auquel vous pouvez aussi associer le même style de texte, toujours dans un souci de cohérence graphique. Il est aussi important de bien ranger ces éléments d'annotation dans un calque à part, ce qui facilite leur sélection et leur modification par la suite. Et vous aurez la possibilité de gérer tous vos styles de texte, de cotes et d'annotation via l'explorateur, donc le gestionnaire qu'on a déjà ouvert plusieurs fois depuis le début de cette démo. Vous avez pu constater que je crée mes annotations directement depuis l'onglet Accueil, mais vous avez aussi dans le ruban un onglet spécifique aux annotations qui s'appelle Annoter, dans lequel vous retrouverez tous les textes, les annotations qu'on vient de voir fléchées, mais aussi les cotes. Pour finir cette démo, puisqu'on arrive bientôt à la fin, je crée un nouveau calque R et je décoche l'option Tracer pour qu'il soit non imprimable. On va ensuite ajouter les surfaces des pièces en créant une polyligne fermée pour chacune d'entre elles. Encore une fois, je répète l'action grâce à la barre d'espace.
ce qui fait gagner beaucoup de temps. Si vous utilisez la polyligne plutôt que le rectangle, vous pouvez taper CL lors du tracé de votre dernier côté pour refermer correctement cette polyligne. Lorsqu'on en sélectionne une, on peut voir sa superficie dans les propriétés à droite. Et je vais, grâce au champ de texte que je vais montrer juste après, récupérer cette information afin qu'elle me serve d'annotation sur le plan. La mise en œuvre est simple, il suffit de rentrer dans le bloc texte, de choisir l'option champ de texte, de sélectionner l'objet, la propriété souhaitée et de paramétrer le format d'affichage de celle-ci. Et l'information se génère automatiquement. Ça évite de faire des erreurs en recopiant manuellement depuis les propriétés. Je vais à nouveau faire cette action pour la salle de bain. Vous pouvez faire un champ pour chaque surface. Il peut aussi être très intéressant de faire ce procédé-là dans un tableau pour d'éventuels calculs de superficie par exemple. Mais le grand intérêt est que les valeurs numériques s'adaptent s'il y a modification du plan par la suite. De cette manière, vos surfaces sont toujours à jour. Ce champ de texte peut intervenir dans plein d'autres cas de figure, notamment dans les mises en page pour les échelles, les dates et d'autres cas. Nous venons de réaliser un petit plan d'appartement. Je vais maintenant répondre à vos questions et si vous n'avez pas encore eu le temps de les écrire, n'hésitez pas à m'en poser directement dans les commentaires, comme je vous ai expliqué au début de cette démo. Je vous rappelle que c'est juste en dessous de la vidéo. Je reste disponible encore 20 minutes pour répondre par écrit à ces questions. J'espère que cette petite présentation vous a intéressé et j'espère aussi vous retrouver sur nos prochains webinars qui porteront sur d'autres sujets comme l'interface de modélisation 3D ou encore l'interface BIM. Deux vastes sujets que j'ai hâte de vous présenter. À bientôt, j'espère.